Taux de pauvreté en France en 2023. Je rappelle que le taux de pauvreté selon l'INSEE, c'est quelqu'un qui vit en dessous de 60% du salaire médian. En 2023, le salaire médian était de 2150 € net par mois. Une personne seule était considérée comme pauvre lorsqu'elle a moins de 1290 € dans la poche. Un couple sans enfant est considéré comme pauvre en dessous de 1930 € par mois. Un couple avec 2 enfants est dans la pauvreté en dessous de 2700 € par mois. On n'est pas donc dans la misère et la vie sous les ponts. Voilà. Le taux de pauvreté en France en 2023, taux record à 15,4%, indique l'INSEE, François Ekal. C'est le niveau le plus élevé depuis que l'INSEE calcule cette pauvreté, depuis 1996. Dans la mesure où il s'agit de l'année 2023, pic d'inflation où les salaires n'ont pas encore rattrapé la hausse des prix, est-ce qu'il faut se dramatiser la situation face à un montant record ? Alors, l'INSEE a en effet publié hier des statistiques sur la pauvreté et les inégalités qui montrent qu'elles ont fortement augmenté en 2023 et atteint des niveaux records. Alors pourquoi du côté des hauts revenus, ça vient surtout de l'augmentation des revenus financiers. Et du côté des bas revenus, ça vient en grande partie des revenus des indépendants, notamment les micro-entrepreneurs. Et puis ça vient aussi de la fin d'indemnités exceptionnelles qui avaient été mises en œuvre en 2021-2022 pour lutter contre l'inflation, l'indemnité inflation, oui, par exemple. Voilà. Tous les éléments, quoi qu'il en coûte, qui venaient soutenir le pouvoir d'achat. Plus, en effet, comme tu dis, il y a un décalage entre, en effet, encore en 2023, entre les salaires et les prix. Après, ces chiffres de l'INSEE, ils étaient déjà sur le site d'Eurostat il y a un mois. C'est moi ce qui m'avait permis de faire une note en comparant la situation française en 2023 avec les autres pays européens. Ce qu'on voit, c'est que le taux de pauvreté français reste quand même inférieur au taux européen et que les inégalités en France sont comparables à la moyenne européenne. Inégalité monétaire ? Inégalité monétaire, oui. Monétaire. En fait, quand on parle d'inégalité, là, il s'agit du revenu monétaire. Après redistribution, mais redistribution sous la forme de prestations en espèces et d'impôts, enfin les impôts et les prestations, mais ça ne tient pas compte, par exemple, de la redistribution qui passe par les services publics. Oui. Je dis ça, c'est parce que l'INSEE a fait des travaux récents qui montrent qu'en fait, c'est beaucoup plus ce qui passe par les services publics, l'éducation, la santé, tout ça, est beaucoup plus important que cette redistribution monétaire que mesurait l'INSEE hier et que mesure Eurostat exactement de la même façon. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si on prend, quand on regarde aussi les données d'Eurostat, on voit que la redistribution monétaire, sans même tenir compte des services publics, elle est beaucoup plus importante en France que dans les autres pays. En fait, ce qui caractérise la France, c'est qu'on a des inégalités primaires très importantes. Les inégalités primaires, c'est avant cette redistribution par les impôts et les prestations. Et une partie de la raison de ces inégalités primaires, c'est qu'on a un taux d'emploi relativement faible. On retombe sur le problème de la retraite, de l'emploi, les jeunes qui sont des jeunes inactifs, qui ont des revenus forcément très faibles. Les étudiants ont des revenus très faibles. Donc c'est aussi une des caractéristiques, c'est la caractéristique de la France par rapport aux autres pays. Oui, alors évidemment, on va revenir sur le travailler davantage. D'ailleurs, on a eu l'actualisation par l'OCDE du nombre d'heures travaillées par an et par habitant. Nous restons en queue de peloton à 666 heures par an et par habitant pour une moyenne européenne de 770 heures par an et par habitant. Il est très important dans ce que vous avez dit de rappeler qu'il y a les inégalités monétaires corrigées par la redistribution venue des impôts et des transferts sociaux. Et l'INSEE, il y a quelques années, a ajouté une nouvelle composante, ce qu'apporte l'ensemble des services publics gratuits aux plus démunis. C'est ce qui fait passer les écarts entre le bas et le haut de 18-20 dans une fourchette qui va de 1 à 3 quand on inclut la dimension des services publics. Mais malheureusement, on n'a pas de comparaison internationale. Oui. Et vraisemblablement, si on les avait, ça changerait beaucoup la perception qu'on a des inégalités en France. Parce qu'on a des services publics quand même plus importants que les autres. En tout cas, moi, j'en ai tiré la conclusion que même si c'est le chiffre de 2023, un peu particulier car pic d'inflation, la solution n'est pas forcément dans une montagne d'impôts et une montagne de dépenses publiques pour régler tous les problèmes de pauvreté, mais probablement dans ce que vous décriviez, l'activité, le PIB et le taux d'emploi. Agnès Benassi-Kéré, par rapport à ce qu'on a dit, cette réaction, une réaction par rapport à ce chiffre INSEE? Alors, je suis d'accord avec François Ekal. Le taux de me voilà surpris, tiens. Pauvreté chez les salariés, c'est 6,6%. Donc, la pauvreté, ça n'est pas
les travailleurs pauvres. Enfin, c'est en partie ceux qui n'ont pas assez d'heures de travail. Ah oui. La pauvreté est avant tout liée au manque d'heures de travail. Le taux de pauvreté chez les chômeurs est de 36%, donc ça n'a absolument rien à voir. Et également les indépendants. En effet, 19%, c'est quand même très élevé. Par rapport à l'ensemble de la population. Alors, les salariés en bas de l'échelle sont protégés par le SMIC, qui est indexé de manière qui a été, oui, automatique, et puis avec des clauses de revoyure en cours d'année si l'inflation est forte. Donc, ils ont été bien protégés durant l'année 2023. C'est moins le cas pour les bénéficiaires de prestations sociales, parce que les calendriers de revalorisation, eux, sont plus espacés. Donc, il y a eu des décalages qui ont beaucoup nui aux personnes qui vivent de prestations sociales. On parle beaucoup des retraités. Le taux de pauvreté chez les retraités est de 11%. Donc, on a éradiqué en France la pauvreté des retraités, des seniors, qui était très forte il y a quelques dizaines d'années. Donc, c'est quand même un acquis qui est très intéressant. Et par rapport aussi à l'année 2023, donc c'était un pic des revenus financiers, puisqu'on a eu une très forte hausse des taux d'intérêt. Depuis, ils ont reflué. Donc on s'attend en 2024 à ce que cette composante des inégalités, de l'augmentation des inégalités, reflue. Même s'il y a des effets aussi sur les prix. Donc, c'est moins évident que ça ne paraît. Et enfin, je voudrais souligner qu'effectivement, la mesure de pauvreté par rapport au revenu médian peut être un peu trompeuse, parce que le revenu médian, lui, a augmenté, par exemple, par rapport à 2022. Mais l'INSEE mesure aussi les situations de privation économique et sociale. Donc, en fait, les ménages qui ont des difficultés à couvrir les dépenses du quotidien. Et là, le taux est quand même assez élevé, de presque 13%. Et ça, je pense que c'est une mesure, alors peut-être on peut la contester, mais elle est plus, disons, représentative, et en particulier elle est très élevée sur les familles monoparentales qui, on le sait, sont une source, puisque en fait les familles monoparentales, non seulement sont monoparentales, mais souvent il n'y a pas assez d'heures de travail, et donc combinent tous les facteurs qui amènent à des situations de privation. Et donc peut-être le système français se caractérise par une couverture très large, sociale très large, et du coup moins de focalisation sur les familles les plus vulnérables. On pourrait aller jusqu'à imaginer qu'on repense le système des transferts sociaux pour le cibler davantage. Ça a été la tendance ces dernières années, par exemple les prestations familiales. Oui, absolument, qui avait été resserré sous condition de ressources par François Hollande. Il était important de rappeler sur le SMIC ce que vous disiez. Effectivement, il y a un mécanisme de revalorisation deux fois par an, sauf en cas de pic d'inflation, où dès qu'on a passé un écart de 2% depuis la précédente revalorisation, il y a automatiquement une nouvelle revalorisation du salaire minimum, même si on n'est pas à la date habituelle de revalorisation. Denis Père, une réaction sur ce taux de pauvreté ? Avec tous les éléments, alors un peu techniques, mais fondamentaux d'explication qui ont été donnés. Qui sont très justes, et je ne reviens pas dessus. Moi, ma lecture de la situation, elle est plus, un peu historique. La France a fait le choix d'un modèle qui conduit à la pauvreté. Enfin, je veux dire, c'est même une expérience de laboratoire économique intéressante. La France a fait le choix d'un modèle qui conduit à la pauvreté. Mais dans les années 70, vous regardiez la France et la Suisse, on avait un niveau de PIB par habitant qui était comparable, on avait un revenu médian qui était comparable, on avait une industrie qui pesait autant dans le PIB que la Suisse. Vous faites le point aujourd'hui, la Suisse a un PIB par habitant qui est 2 fois supérieur à la France, un revenu médian par habitant qui est 2 fois supérieur à la France, a un poids de l'industrie dans le PIB qui est 2 fois supérieur à la France. On a fait le choix du tout-État, de l'État qui s'occupe de tout, jusqu'à vous rappeler qu'il faut boire quand il fait chaud, qui consacre 57% de la richesse créée chaque année à la dépense publique, pour des services publics malheureusement qui sont de moins en moins bons en plus, même l'extrême gauche s'en offusque aujourd'hui, et donc ça conduit inévitablement effectivement à l'appauvrissement du pays, c'est certain, et on le lit dans les chiffres. Expérience de laboratoire entre la France et la Suisse sur les 50 dernières années est flagrante. La Suisse est à 30 points de PIB de dépenses publiques, je le rappelle. Donc oui, bien sûr, le pays s'appauvrit. Quand vous avez 2 fois moins d'industrie chez nous qu'en Suisse, vous avez 2 fois moins de bons emplois bien rémunérés, et donc vous avez beaucoup de gens qui galèrent avec des petits jobs mal payés, ou qui n'ont pas d'emploi du tout, avec un taux de chômage qui est un des plus élevés d'Europe, et malgré une redistribution qui est conséquente, qui est massive, on vient d'en parler, on voit bien que c'est pas la solution. On a la dépense sociale la plus élevée au monde aujourd'hui, à 31%,
point de PIB, et malgré ça, on a des taux de pauvreté qui sont extrêmement bas. Donc à un moment donné, il faut s'interroger sur le modèle, quoi. On a fait un choix, effectivement, qu'on a prolongé depuis 50 ans, qui aujourd'hui nous amène dans une impasse, effectivement, un taux de pauvreté qui est considérable, et peut-être même bientôt au bord du défaut. On en parlera certainement tout à l'heure. La France qui fait... Vous partagez l'idée que des années et des années de modèle social exponentiel avec un État omniprésent, finalement, c'est une sorte de choix collectif inconscient qui conduit à une forme d'appauvrissement. La démonstration de Denis Père, est-ce qu'elle vous convainc ? C'est un peu plus compliqué. La Suisse, c'est pas forcément l'exemple, mais après, c'est vrai que le cas suisse interroge. Hein, c'est vrai. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, la Suisse, c'est pas uniquement des banques. Hein, c'est vrai. C'est aussi une industrie très forte. Donc après, je pense que l'intervention de l'État aussi, de temps en temps, quand même, est nécessaire. Donc, mais la France, oui, on a un problème en France, c'est clair. On fait le choix d'un problème d'un modèle d'appauvrissement. Il faut bien reconnaître que oui, c'est ce que je disais, cette montagne d'impôts et montagne de dépenses publiques ne règle pas tous les problèmes. Même si l'année 2023 est une année particulière et que probablement 24-25, on va retrouver des niveaux de taux de pauvreté un petit peu moins impressionnants. Mais j'achète assez largement la démonstration de Denis. Agnès, vous vouliez dire un mot par rapport à ça ? Parce que après, la question c'est, mais qu'est-ce qu'on fait différemment quand on a créé autant de perfusions ? Alors, le lien entre dépenses publiques et croissance n'est pas démontré. On a des pays qui ont beaucoup de dépenses publiques dans les pays du nord de l'Europe, traditionnellement, même s'ils ont réduit la voilure ces dernières années, et qui ont une bonne croissance et une bonne compétitivité. Donc le lien n'est pas absolu. On a par exemple en France, on a un système fiscal avec des forts prélèvements sur les salaires, qui était un choix. D'autres ont fait des choix différents. Les Suisses notamment ont fait un choix différent. Avec des taux de TVA par exemple plus élevés, pas d'exemption. Donc nous, ça nous horrifie. 25% de taux de TVA sans aucune exemption, au Danemark je crois. Ça nous horrifie, mais c'est des choix qui ont été différents. Mais en tout cas, en termes de poids de la dépense publique, à mon avis, ça pose problème quand on ne peut plus augmenter les impôts et donc on se retrouve avec un déficit. C'est le déficit qui pose problème, plus que le niveau des prélèvements. Et bon, après, il y a la structure, comme je l'ai dit, il y a la structure des prélèvements qui peut poser question, même si la France a fait quand même pas mal d'efforts, par exemple sur l'impôt sur les sociétés, qui était tout à fait hors des clous par rapport à la moyenne OCDE et qui est revenu à peu près dans la moyenne. Enfin, des choses comme ça qui ont été faites pour améliorer la compétitivité et l'attractivité du territoire dans les dernières années, ce qui a été plutôt réussi d'ailleurs. Parce que tout ce que vous dites est absolument réel et frappé du bon sens, c'est pas mal de le rappeler, quoi. Voilà. C'est pas mal de rappeler qu'effectivement la dépense publique n'est pas faiseuse de croissance. Oui, Denis Père. Ouais, le Danemark a quand même un PIB dans la dépense publique qui est, une dépense publique dans le PIB qui est quand même assez nettement inférieure à nous. Je crois qu'ils sont descendus à 48. On se tire un peu la bourre. Non, le Danemark, on fait la course en tête. Voilà. Le Danemark, la Finlande. Effectivement, ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix, effectivement. Ils ont des prélèvements obligatoires très élevés. Ils sont parfois les premiers et nous les seconds. Oui, ils ont 25 points de TVA. 25 points de TVA, mais nous, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, passer la TVA à 25%, enfin, vous avez un nouveau gilet jaune. Et puis 25 points de TVA sans taux intermédiaire. Bien sûr, on cumule sans taux, voilà. Et puis des services publics qui tiennent la route, quoi. Une éducation qui fonctionne, un système hospitalier qui fonctionne. Enfin, il y a aussi, ça s'est accompagné aussi d'un management public qui conduit à un certain laxisme, effectivement, et à un niveau de prestation qui n'est pas au niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des prélèvements considérables en France et des services publics qui sont plus du tout ce qu'ils étaient à une époque, effectivement, où ils étaient à un très bon niveau. Donc, ça mérite qu'on s'interroge. Oui, voilà, c'est pas la même dépense publique, c'est pas la même structure de prélèvement, c'est pas non plus la même fonction publique avec une minorité d'agents sous statut. C'est ça. Ouais, dans ces pays-là, vous avez pratiquement plus d'emplois à vie. Je crois qu'en Suède, on est à 2% d'agents sous statut et 98% de contractuels. Donc moi, je veux bien le modèle scandinave, mais avec tout ce qui va avec. Ouais. Mais le truc, c'est que on s'était posé la question avec Patrick Artus un jour ici, et alors on prenait le menu de ce que ça supposerait de transposer des modèles qui effectivement fonctionnent chez nous. Mais le niveau d'acceptation de la société, compte tenu de tout ce que ça supposerait, ça passe pas. Ouais. Ça passera pas auprès des gens, ça passera pas auprès du Parlement, et on n'y arrivera pas. Voilà. Parce que le truc est trop complexe. Et en attendant, le PIB par habitant en Suisse est supérieur à celui du Danemark, on le vérifiera, mais ça reste un modèle, je pense, imbattable en termes de création de richesse. Bon, voilà un petit éclairage sur taux de pauvreté, dénis et réalité, pour reprendre le titre de la table ronde que j'animais à Aix.